Les grandes entreprises envient l'agilité des startups et les startups envient le chiffre d'affaires des grandes entreprises. Comment réussir à avoir le meilleur des deux mondes et parfois aussi le pire? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour Yannick, bienvenue. Bonjour Franck, merci. Content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Tu travailles pour Sodexo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que fait Sodexo et puis l'activité que tu as lancée au sein de Sodexo et pourquoi surtout tu l'as lancée? Très bien. Donc Sodexo, c'est un groupe mondial qui fournit des services de qualité de vie. Donc initialement, un groupe qui a été créé en 1966 par un entrepreneur qui s'appelle Pierre Bellon, qui a créé et développé ce groupe initialement sur des services de restauration d'entreprise, mais pas que. Rapidement, quand il a créé ce groupe, il s'est assez bien déployé sur d'autres types de clients, notamment dans la santé, dans l'éducation, pour les gouvernements et à l'international, notamment sur les bases vie. Donc qui sont les mines ou les plateformes pétrolières, et donc ça a été un succès assez rapide. C'est une des, je dirais, des plus belles histoires de croissance de post-deuxième guerre mondiale d'un groupe français qui s'est donc internationalisé, qui est aujourd'hui présent dans plus de 65 pays, qui fournit des services plus uniquement que de restauration, mais des services assez larges finalement à tous ses clients, des services qu'on va appeler des services de facility management notamment. Donc on va parler de nettoyage, de maintenance technique, de réception, d'entretien des espaces verts et des services aussi parfois très spécifiques à des secteurs d'activité. Donc on va faire de la maintenance d'IRM dans les hôpitaux, on va faire de la maintenance de matériel de laboratoire pour les groupes pharmaceutiques, du transport aussi, des services, je dirais, divers et variés, avec, je dirais, un dénominateur commun qui est, encore une fois, d'améliorer la qualité de vie des personnes que l'on va servir, des communautés que l'on va servir chez ses clients. On est aujourd'hui un groupe qui doit faire 19 milliards de chiffre d'affaires sur l'année, qui a 3 grandes activités. Une activité donc du coup de service sur site, celle dont j'ai parlé jusqu'à présent. Une deuxième activité qui est assez connue, qui est l'activité des, on appelle ça benefits and rewards, avantages et récompenses. Donc c'est par exemple les chèques restaurants que les personnes vont avoir comme, je dirais, avantage social pour aller, qui pouvoir utiliser pour aller se restaurer et payer leur restauration dans un restaurant ou des affiliés. Et enfin, des services qu'on appelle à la personne. Donc ça, on a développé ça depuis quelques années, qui vont comprendre des services notamment de conciergerie, de crèches d'entreprise et de crèches pour les enfants. Et enfin, de soutien à domicile, initialement pour les seniors, mais pas que, avec le développement notamment de l'ambulatoire. C'est tous les services dont tu pourrais bénéficier à domicile pour te préparer un repas, laver ta maison, nettoyer ta maison. Donc, c'est une marque qui s'appelle Aménis en France, par exemple, et Comfort Keepers aux US, qui est tout un réseau d'affiliés qui vont permettre de fournir ces services chez les personnes. Et donc, on a ces 3 activités, 65 pays, et en segment de clients, on va servir sur la partie on-site des entreprises, le segment healthcare qui va comprendre des hôpitaux publics ou privés, des cliniques, mais aussi des EHPAD et tout le médico-social avec les maisons de retraite. Dans l'éducation, on va servir les enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université, pareil, public et privé. On va servir aussi les gouvernements et les agences. On a des contrats avec par exemple, ou qui est un peu le Pentagone à la française, là, avec le regroupement de toutes les différentes armées en France dans ce site, dans le 15e arrondissement. On va servir aussi le sport et loisirs. Le sport et loisirs, ça va être vraiment du B2C direct. On est sur, par exemple, le nôtre qu'on a racheté à Accor, les bateaux parisiens, les yachts de Paris, une grosse
un gros business sur les stades et le sport aux États-Unis notamment, avec des stades on va faire le Super Bowl par exemple. Donc en une soirée, on va faire plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur un événement majeur, mais tous les stades liés à la NBA, à la NHL, à la NFL, des stades de foot en France, au UK aussi. Donc ça, c'est tout le segment sport et loisirs. Après, c'est énorme. Hein. Ouais, tout le segment énergie et ressources qu'on va servir. Donc je parlais tout à l'heure des mines et des bases vie, qui est un secteur assez intéressant, qui est aussi un peu dans l'ADN de Sodexo, un peu aventurier, ou dans des endroits assez reclus, je dirais, et éloignés, on va vraiment gérer des bases vie ou des villages, quoi, hein, où on va gérer tous les employés, leur vie du matin au soir, des services d'hôtellerie au sens large, de voirie, de restauration, d'entertainment, pour des groupes comme ou autres, et qu'on va servir dans ces endroits-là. Donc au Chili, en Angola, au Mozambique, ça peut être en Madagascar, en Australie, voilà, pour les aider. Donc voilà, ça c'est le groupe Sodexo. C'est un groupe qui est un peu, je dirais, hybride, parce qu'il est encore détenu par la famille. Et donc Pierre Bellon n'est plus aujourd'hui actif dans le groupe, il est président d'honneur. Cependant, sa fille est chairwoman du groupe. Et donc ça a été la première chairwoman d'ailleurs d'un groupe du CAC 40 à l'époque où on était encore dans le CAC 40 en France. Donc c'est un groupe qui est coté, mais qui est toujours détenu principalement par la famille. Et donc ça en fait un peu une spécificité, parce que on se frotte à la fois, je dirais, aux contraintes du marché en tant que groupe coté, mais on a cette vision long terme et je dirais cette assise qui nous permet de regarder loin, avec un actionnariat familial fort, et qui a un pacte d'actionnaires qui fait que les enfants sont engagés à conserver les actions pendant plusieurs dizaines d'années, et donc qui donne un peu, je dirais, on va y venir peut-être après, mais un peu ce meilleur des deux mondes aussi, dans le sens où on est bien confronté aux réalités économiques que vivent nos clients aussi, mais on a cet actionnariat familial long terme. Et ça crée aussi une vraie différence pour ne pas réagir, je dirais, au mois le mois, au trimestre, voilà. Et donc ça c'est le groupe Sodexo. C'est un groupe fondamentalement humain. On a 470 000 employés. Nos actifs, c'est nos personnes. On n'a pas de brevets, on n'a pas, je dirais, d'intellectual property, mais on est un groupe d'humains qui servent des autres humains. Et voilà, c'est comme ça qu'on se définit, au service des autres, et convaincu que ces services-là, et je pense que la situation récente l'a un peu démontré aussi, c'est des services de frontline, quoi, hein, comme on dirait à la guerre, c'est la première ligne. Et c'est des services qui sont très importants, que ce soit le nettoyage aujourd'hui, que ce soit l'accueil, que ce soit la restauration. C'est des services cœur, finalement, pour maintenir les différentes activités de nos clients. Il y en a toujours besoin encore. Alors, c'est vu de manière assez intéressante, hein. C'est souvent vu comme non-core, justement, par les boîtes, en disant c'est des services qu'on va pouvoir externaliser, hein, effectivement, et c'est ce dont on bénéficie, puisque c'est bien de l'externalisation des services que nous, sur cette base-là, qu'on a pu croître. Mais on se rend compte, et notamment dans ces périodes-là, que c'est des services clés, parce que sans ces services, rien ne fonctionne. Et puis, c'est des services difficiles. C'est des services difficiles puisqu'il faut se lever tôt, travailler. Mais c'est des services manuels. C'est des services qui ne sont pas toujours, je dirais, valorisés je dirais, à l'aune de ce qu'ils apportent. Et voilà, la personne qui nettoie, on la voit ou on ne la voit pas parfois. Et c'est pourtant une personne qui se lève tôt, qui va faire en sorte que les conditions sont là pour que un hôpital puisse être, je dirais, opérant, une université puisse remplir sa fonction éducative pour les élèves, ou une entreprise puisse fonctionner. D'accord. Et ton projet dedans, qu'est-ce qui vient faire pourquoi ton projet Alors mon projet, moi j'ai une carrière chez Sodexo, je dirais diverses et variées. J'ai effectué différentes fonctions, notamment à la stratégie, au marketing, et je suis rentré dans l'entité qui s'appelait entité Grand Compte. On avait des services qui existent encore de cette manière-là de fonctionner, je dirais, mais qui sont, je dirais, achetés de manière très locale, service par service. Donc on achetait sur un site des services de restauration, on externalisait le nettoyage. Pour certains groupes,
ce qui est apparu, c'est qu'ils ont commencé à consolider l'achat de ces services, à la fois sur plusieurs sites et de manière intégrée, c'est-à-dire plusieurs services ensemble. Moi, j'ai, je dirais, accompagné ce mouvement dans l'entité grand compte, et donc on a signé plusieurs gros contrats. On est passé de 2 à 15 aujourd'hui, d'à peu près 100 millions à 1,2 milliard d'activités sur justement des grands groupes pharmaceutiques, des grands groupes de produits de consommation. Ça peut être chez qui on va fournir un ensemble de services. Moi, ayant eu des fonctions, je dirais, à la fois de développement et de gestion de compte, et me frottant à ces groupes, on avait noté, je dirais, depuis plusieurs années, un besoin, je dirais, d'aller plus loin et de pouvoir offrir à ces groupes d'autres types de services. Donc ça, c'est un premier point qui, moi, m'a amené dans une réflexion de me dire, il y a quand même d'autres choses à faire chez Sodexo, au-delà des services traditionnels que l'on fournit, qui pourraient apporter de la valeur. Premier point. Deuxième point, on voyait aussi l'importance de plus en plus forte, je dirais, des technologies et du digital dans nos métiers, qui apportait aussi une nouvelle manière de voir les choses. Troisième point, je dirais, le rapport au travail et la manière dont le travail, je dirais, était en train d'évoluer, avec ce qu'on voit et qui s'accélère aujourd'hui, hein, le recours au télétravail, je dirais, le côté beaucoup plus liquide du travail, qui va s'effectuer certes encore dans un bureau pour certaines parties, mais aussi en mobilité, dans des tiers-lieux, chez soi. Et donc ce côté liquide, je dirais, du travail nous amenait de toute manière aussi à réfléchir à des nouveaux modèles. Et si on revient sur le métier de base de Sodexo, hein, qui est la restauration, typiquement, on voyait déjà une érosion, je dirais, de notre parc installé, puisqu'il y avait beaucoup moins avec les RTT déjà en France, mais pas que, avec la mobilité, avec le développement du télétravail de toute manière dans tous les pays, on voyait déjà que notre métier était en train de se transformer. On avait un modèle qui était très basé sur site, avec, je dirais, une variabilité assez faible. Entre le lundi, le mardi, le mercredi, les gens venaient. Alors j'aime bien utiliser la métaphore du théâtre classique. Dans le théâtre classique en France, les règles, c'est la règle d'unité de lieu, l'unité de temps et d'unité d'action. Ouais. Et c'était à peu près comme ça que fonctionnait une entreprise finalement. Les gens venaient 5 jours par semaine, au même endroit, à peu près dans le même espace-temps, pour effectuer des actions, je dirais, synchrones. Tout ça commençait à être assez attaqué et à éclater complètement. Et là, on l'a vu avec la pandémie et l'arrivée du télétravail. Donc, ces 3 unités ont complètement éclaté. Ouais. Le travail asynchrone est possible. Le travail, je dirais, hybride avec quelques... Moi, j'ai des réunions où il y a 3 personnes qui sont physiquement ensemble et 3 autres personnes qui sont chez elles. Ce qui était finalement une exception avant est devenu quand même une norme maintenant, où ça ne choque plus personne que dans une réunion, il y ait cette hybridation, je dirais, de je suis chez moi, ben, nous on est 2, on est au bureau, et puis il y a un 3e qui est dans sa voiture ou je ne sais pas où, pour faire cette réunion. Donc on voyait bien qu'il y avait un éclatement de ces 3 unités, et donc qui ramène à se dire, d'un point de vue Sodexo, qu'est-ce que va être le futur ? Et est-ce que le futur, ça va être encore de, je dirais, massifier dans un endroit la mise à disposition de services, ou est-ce que ça va être plutôt de suivre l'employé où qu'il soit, où qu'elle soit, et lui fournir ou lui donner un accès à des services. Donc, si je reprends la restauration, mais on peut parler sur les autres choses, ça veut dire que y aura-t-il toujours un restaurant d'entreprise? Probablement. Est-ce qu'il sera de la même nature qu'il a été? Probablement pas. Il sera sûrement plus petit, il sera peut-être protéiforme, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un restaurant beaucoup plus petit, un work café, des autres manières d'accéder à un service de restauration finalement. Parce que voilà, ce qu'on essaye de donner dans la restauration, c'est finalement un repas. Mais un repas, on peut
le prendre de différentes manières. Certains vont vouloir faire du click and collect, certains vont vouloir le prendre à la maison, certains vont vouloir aller dans un restaurant à côté. Et donc, comment on est capable de fournir finalement un accès à un service, à l'opposé de fournir un service de manière monolithique dans un endroit. Voilà. Et donc, toutes ces mutations-là, c'est ce qui m'a amené dans mon projet, c'est de dire, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il y a un momentum qui fait qu'on doit se transformer. J'aime bien l'analogie que tu fais avec le théâtre, et si tu regardes un peu ce qui s'est passé, alors le travail c'était le théâtre avant, et maintenant après c'est passé par le cinéma, et puis maintenant c'est Netflix, quoi. Et tu dis le travail c'est tout pareil, ben, ça devient beaucoup plus comme liquide, comme tu dis. Et puis, exactement. La manière de consommer du cinéma est très intéressante, c'est-à-dire on va le consommer sur du Netflix, alors qu'avant il y avait une sorte d'unicité de lieu. On allait se déplacer dans un endroit pour assister ensemble à une sorte de messe où il y avait une séance qui commençait à telle heure et où on était de manière complètement synchrone d'ailleurs avec un ensemble de personnes qui partageaient le même intérêt pour un film potentiel et qui allaient faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on va le faire de manière à 3 heures du matin, je me log, je regarde mon film tout seul, au moment où je veux, je le consomme, je l'arrête, je le reprends 2 jours après. Voilà, j'ai cette capacité à gérer, je dirais, mon temps et l'utilisation que je fais de ces services à ma manière. D'accord. Et comment vient le projet dont tu es CEO maintenant comment ça vient s'articuler là-dedans et comment il a démarré, où est-ce que tu en es? Il y a comme d'habitude, je dirais, des coïncidences ou des choses qui se passent. C'est-à-dire que il y avait depuis moi un moment dans ce business de grand compte, on se frottait à des concurrents, je dirais, qui n'étaient pas les concurrents traditionnels de Sodexo, qui étaient notamment les grands groupes immobiliers, que peuvent être CBRE, Jones Lang LaSalle, Cushman & Wakefield. Donc, des grands groupes immobiliers qui avaient développé des activités de facility management de services, qui, pour des raisons, je dirais, qui répondaient à un besoin d'élargir leur panel de services aux grands groupes, aux grandes entreprises qui étaient les mêmes clients que nous. Donc, ils fournissent des services de transactions immobilières, ils fournissent des services de stratégie immobilière et ils fournissaient aussi des services pour opérer ces sites au jour le jour. Donc, nous, on était beaucoup face à ces gens-là. Et donc, on se rendait compte qu'on pouvait aussi être complémentaires et ça pouvait être aussi un moyen, je dirais, d'apporter plus de valeur à ces clients-là. Donc, on s'était rapproché d'un de ces groupes qui s'appelait Colliers et on avait décidé, il avait été décidé de faire quelque chose ensemble. Alors, le quelque chose n'était pas défini et donc ça a rapidement, c'est toujours ces discussions entre les grands groupes, ça discute assez à haut niveau, de manière assez vague aussi et donc arrive de dire, pour commencer à faire quelque chose, faisons une structure juridique commune et donc créer une joint venture. Et donc c'est quand a été décidé de créer cette joint venture que moi on m'a demandé, parce que je connaissais bien le monde immobilier, parce que ça correspondait aussi à je dirais à la fois à mes attentes mais aussi à ce que je poussais en interne en disant il va falloir qu'on regarde ces activités-là puisque je pense que nos clients vont nous les demander à un moment ou à un autre et que autant anticiper. Donc se créer une joint venture sans forcément avoir une vision stratégique claire sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette joint venture. Donc on a mis un peu la charrue avant les bœufs, pour être honnête, en se disant on va mettre une structure et puis on décidera après ce qu'elle va faire. Donc moi j'arrive à ce moment-là, on me met en charge de cette structure, en plus de mes responsabilités sur la partie grand compte, et je commence à réfléchir avec un certain nombre de personnes, des deux côtés, côté Colliers, côté Sodexo, à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On essaye de défricher assez rapidement, ça prend quelques mois, et on arrive sur un positionnement, je dirais, conseil, en se disant on peut amener peut-être un conseil un peu différent, parce que je dirais que les acteurs de l'immobilier sont très centrés sur l'actif immobilier, et ont une connaissance très fine de ce côté-là. Ils ont un peu moins de connaissances sur l'humain et sur finalement les gens qui viennent dans cet actif immobilier pour faire quelque chose. Et nous, côté Sodexo, alors on n'est peut-être pas très très bon sur l'actif immobilier, mais là où on est très bon, c'est que ces gens-là,
on les voit tous les jours, on leur sourit, on leur dit bonjour, on les sert, et donc on les connaît. Et donc, on se disait, tiens, est-ce qu'on n'arriverait pas à marier justement cette expertise immobilière d'un côté et cette expertise humaine de l'autre pour faire quelque chose de différent? Et donc, c'est là qu'on a commencé à réfléchir et donc on a créé cette marque qui s'appelle WX, qui était, alors pour la petite histoire, on a cherché beaucoup de noms, mais tu faisais partie des séances de réflexion. Quand tu arrives sur des bons noms, et que tu as une volonté de déposer ce nom-là de manière globale, donc surtout plein de pays, Union européenne, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, tu te heurtes souvent à un énorme problème de il y a déjà des noms qui existent, des marques. Bon. Donc on a fait ça à l'envers. Après avoir trouvé plein de bons noms qu'on n'arrivait pas à déposer, on s'est dit, la personne, mais d'ailleurs c'est une personne qui était chez moi au juridique et côté IP, et qui me disait, tu sais, trouve 2-3 lettres ensemble, souvent ça passe mieux et souvent tu trouveras, il y a beaucoup moins de gens qui prennent ces noms-là. Et donc il y avait Workplace Experience et le W et le X. Alors il y avait beaucoup à ce moment-là de buzz sur la partie UX notamment, et ces trucs de une lettre et du X pour Experience. Et donc je me suis dit, bon, ce qu'on fait nous, c'est du Workplace Experience, donc on va mettre WX. Et puis il y avait ce côté un peu où on mettait X un peu en puissance, au-dessus du W, pour montrer un peu ce côté data et ce côté, je dirais, un peu plus scientifique qu'on voulait aussi apporter à ce conseil. C'était un milieu dans le conseil qu'on voyait beaucoup basé sur l'opinion, beaucoup basé sur le gourou, avec des gens qui vous disent il faut passer à tel type de mode de travail, tel type d'aménagement, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, sans forcément avoir des grands fondements, je dirais, scientifiques et autres pour dire ça. Et donc nous, on voulait aussi apporter au-delà du côté humain, je dirais, de ce conseil et de se focaliser sur l'humain, ce côté scientifique, en disant c'est via le scientifique, la donnée d'un côté et l'humain de l'autre qu'on doit arriver à prendre les bonnes décisions et à proposer les bons modèles à nos clients. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on crée initialement. Sur le papier, tout le monde est content. On se dit, tiens, ça va être sympa entre les deux groupes. Je la fais courte, mais au bout de 9 mois, il apparaît clairement que, ce qu'on est en train de développer déjà est en train de concurrencer un peu des activités qui existent déjà chez Colliers de conseil workplace. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut se faire de la place en fait. Il faut se faire de la place et cette place, on commençait à ne pas l'avoir. 2, on se dit rapidement que pour que c'est un impact dans ces deux gros groupes, qui sont un groupe d'un côté de 18 milliards, de l'autre côté de 2-3 milliards de chiffre d'affaires, on ne fait pas quelque chose pour, je dirais, faire 600 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Chez nous, la maille, un beau contrat de restauration, c'est 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc un site, déjà, c'est quelque chose qui est assez significatif. Donc moi, j'ai été aussi biberonné à ça. Je veux dire, le chiffre d'affaires chez nous, rapidement, il croît assez fortement. Hein. On est sur des activités à très fort chiffre d'affaires, à faible marge, mais à très fort chiffre d'affaires. Et donc, pour exister, à un moment, il faut faire du chiffre d'affaires. Idem, pour exister chez Colliers, il faut faire du chiffre d'affaires, peut-être encore plus de la marge chez Colliers, parce que c'est des groupes plus faibles, je dirais, en chiffre d'affaires, mais à plus forte marge. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu transformationnel. Donc, on passe 9 mois à finalement essayer de développer ça, mais je dirais à être pris dans une logique assez contradictoire. On va la faire simple. Colliers disait, bon, c'est très bien cette joint venture, en fait, ça va nous permettre de vendre de l'immobilier plus du facility management à nos clients. Et donc, on va aller voir les clients Sodexo à qui ils servent en termes de facility management, on va pouvoir leur vendre leur service immobilier. Vice-versa, peut-être côté Sodexo, à peu près le même truc en disant « Ah ben c'est génial, Colliers a des clients en immobilier, on va pouvoir leur vendre les services. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des métiers assez structurés finalement. Un client, je dirais, je vais prendre un exemple. Quand je sers un client comme n'a pas attendu Sodexo pour se dire « J'ai besoin de services immobiliers », connaît bien le secteur, a déjà fait ses choix entre X, Y et Z, donc Colliers, et ne va pas naturellement, parce que nous, on vient le voir un matin, lui dire, bon, ben tiens, c'est génial, maintenant que vous êtes copain avec Colliers, on va filer tout ça à Colliers. Donc, en fait, ces objectifs-là ne pouvaient pas être, je dirais, mis en place. Et puis, ces objectifs-là, c'était des objectifs purement de cross-sell, qui franchement pour moi n'avait aucun intérêt et n'a pas besoin de faire une joint venture pour le faire. À la limite, une acquisition de l'un par l'autre,
mais pas une joint venture pour faire quelque chose. Donc rapidement, au bout de 9 mois, on s'est rendu compte que les objectifs stratégiques n'étaient pas forcément en ligne et que de cette JV, on voyait plus ça comme un joujou pour dire regardez, on s'est pratiquement mariés et on va pouvoir faire du cross-sell. Bon. Donc moi, j'ai un peu accéléré les choses en allant au-delà. On avait des boards stratégiques, voilà, qui étaient sympas, mais qui n'apportaient pas grand-chose. Donc j'ai préféré accélérer les choses en disant voilà, ce qu'on veut faire, c'est ça, et ça demande tant en pognon. Donc volontairement mettre sur la table un besoin d'investissement fort pour se dire on va du coup les masques, on va aller voir si les gens ils ont une vraie volonté d'avancer là-dessus ou si c'est juste, je dirais, un moyen de se rapprocher, de se parler. Voilà. Forcément, là, ce qui s'est passé, c'est que Colliers, ça passe ou ça casse, quoi. Exactement. Mais j'en avais marre aussi. T'es là, t'es dans un projet, le truc a du mal à démarrer, comme tout projet. Mais tu te dis à un moment, j'ai pas envie d'être le dindon de la farce et j'ai juste envie de savoir à quel point on est sérieux sur cette vision. Donc j'aurais dit, voilà, est-ce qu'on est tous d'accord sur cette vision? Oui ou non? Est-ce que du coup, de cette vision, on est d'accord sur quel business il faut développer? Oui ou non? Et si on est d'accord sur les business qu'il faut développer, est-ce qu'on est d'accord qu'on ne va pas le faire avec sa bite et son couteau? Et donc, on va aller sur des opérations soit d'investissement, soit d'acquisition. Et voilà ce que je propose. Et donc, voilà combien ça va coûter pour faire en face tant de chiffre d'affaires. Et voilà ce que ça va amener en termes de valeur. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Bon, ben là, Colliers a dit, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas vers là qu'on veut aller. Ça ne nous intéresse pas forcément. Bon. Mais ce qui était très bien, et ce qui était finalement la réponse que j'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai un waouh des deux groupes en me disant, c'est génial, et on y va, et on est tous contents. Voilà, les JV à 50-50, je pense qu'il y a très très peu de succès. Je l'ai découvert plutôt plus tard, alors qu'on est dedans, on veut que ça marche, et donc on se dit ça va marcher, moi je vais être différent, nanana. Mais en fait, quand tu regardes un peu l'histoire, c'est très très rare, sauf quand tu as je pense, des vraies complémentarités, que ce soit en termes d'accès à des marchés ou de technologie et là ça peut marcher. Je pense que par exemple je réfléchissais, mais Safran et GE sur les moteurs d'avion, sur le CFM56 et maintenant le LEAP, c'est un vrai exemple de succès. Mais il y a des trucs très clairs, il y a une vraie raison à pourquoi faire une JV. Moi je reviens à l'histoire, on a fait une JV pour dire il faut qu'on fasse un truc ensemble. Est-ce que la JV était le bon véhicule? On ne savait même pas, parce qu'on ne savait même pas ce qu'on voulait faire. Donc, avant de parler véhicule, il fallait parler plutôt vision et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ce qu'on a fait complètement à l'inverse. Bon. On arrive dans cette période, Colliers dit je me barre, très bien, il se barre. Donc nous, on se retrouve un peu, on se regarde chez nous et on se dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et deux solutions, je dirais. Solution de dire, allez, perds tes profits, c'était sympa, on a fait 9 mois, voilà, on a fait un peu de R&D, on s'est un peu payé de R&D avec eux, et puis on arrête. Ou on continue. Et donc on est arrivé plutôt sur le côté on continue. Alors parce que moi j'aime pas trop perdre. J'ai été beaucoup dans le business développement et voilà, il y a un truc que je déteste, c'est perdre. Alors on perd souvent, d'ailleurs. On gagne, on perd, c'est la vie. Mais voilà, moi ce qui me motive, c'est de gagner. Ce qui est de gagner contre un concurrent, gagner pour un client, voilà, gagner en équipe. Et donc je me dis, ce serait quand même un peu dommage de balarguer tout ça. Et donc on continue avec un double objectif en se disant, on va en faire un business. Mais conscient du fait que, je dirais, il y a un besoin aussi de Sodexo de se transformer, au-delà de créer un nouveau business. On va utiliser cette entité pour aussi accélérer la transformation de Sodexo sur ses métiers dans le segment entreprise. Et donc ce move, je dirais, de la même manière qu'il y a eu un move chez Sodexo entre la restauration et les services intégrés, il y a à peu près une quinzaine d'années, que moi quand j'étais à la stratégie au groupe, j'ai aussi formalisé et poussé. Il y avait un deuxième move qui est dit on passe d'un marché du facility management intégré à un marché workplace qui est beaucoup plus large, à la fois dans le cycle de vie du client. On va pouvoir être beaucoup plus en amont sur ses besoins, l'analyse de ses besoins, sa stratégie immobilière, sa stratégie d'environnement de travail, et je dirais aussi beaucoup plus large dans les types de services fournis, parce que je reviens à mon analogie sur le théâtre classique. Comme cette unité de temps, de lieu et d'action a complètement éclaté, il faut être capable de fournir ces services de manière asynchrone, dans différents lieux, qu'on ne maîtrise pas tous. Je veux dire,
la maison d'un employé, c'est pas là où nous on a une cuisine à côté pour servir un repas. Donc comment on va faire pour servir des repas dans les lieux où seront ces gens, où qu'ils soient. Et donc, fort de ce besoin de transformation, on continue WX, qui devient donc à 100% Sodexo. Moi, je nettoie un peu parce que typiquement dans cette JV, on hérite de gens des deux côtés qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Ça, je m'en rends compte un peu trop tard. Et donc, ça me permet aussi de repartir sur des bases saines, quoi, avec des personnes qui ont... je recrute quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas du tout notre industrie, mais qui a une petite expérience d'entrepreneur qui est intéressante, et de disrupteur qui est intéressante. Parce que pareil, quand on crée quelque chose dans une industrie finalement préexistante, bon, moi, je n'allais pas faire du conseil comme CBRE ou JLL, quoi. Ces mecs-là ont investi des millions là-dedans, sont là depuis 20, 25 ans. Si c'est pour faire du copycat de ces gens-là, bon, moi, un, ça ne m'intéresse pas. Deux, je ne pense pas que ça apporte de la valeur. À la fois pour Sodexo, mais à la fois pour l'industrie, quoi, et pour les clients. C'est-à-dire, si c'est encore un autre, voilà, c'est pas intéressant. Donc, il me faut un peu un positionnement de challenger. Il faut que je trouve des angles qui me permettent d'attaquer. Et il me faut du coup des gens qui puissent incarner ça et qui puissent réfléchir différemment. Donc, c'est ce que j'essaie de commencer à faire, donc de mettre ensemble les bonnes personnes, à la fois du Sodexo, à la fois de l'externe, pour avoir ce bon mix, parce que on est dans une situation hybride, encore une fois, où on n'est pas tout seul. Moi, je ne vis pas avec des fonds et une levée de fonds et autres. Je suis 100% dépendant de Sodexo en termes de financement. Donc, Sodexo n'a pas vocation à être un investisseur pour des activités diverses et variées. Il a une vocation à financer des activités qui, de toute manière, sont connexes ou pas loin de son cœur business. Donc il faut que j'arrive quand même à réaliser une synthèse entre créer quelque chose de nouveau qui a de la valeur pour Sodexo. Et quand tu dis que tu prends des employés de Sodexo, tu les prends à temps partiel, à temps plein, ils reviennent sur le projet complètement? À temps plein, ouais. Ça commence à temps plein. Voilà, oui, ça commence à temps plein. On est 3 au début, hein, quand on repart. Ouais. Rapidement, un 4e de l'externe. Je prends un designer qui, pareil, vient de Decathlon, Alcatel, vient de nulle part de Sodexo. Parce que je veux du sang neuf, parce que je veux des gens qui apportent un nouvel œil, finalement, à cette industrie. D'accord. Et oui, c'est des gens à temps plein que je prends la plupart du temps. Alors maintenant, j'ai un mix. Hein, j'ai encore des gens que j'essaye d'utiliser, dire, en ne payant pas parce qu'ils sont chez Sodexo, mais que je peux, j'y dirais de manière soft, embarquer dans le projet pour, avec une vision, bien entendu, d'un moment de les embarquer complètement dans le projet et qu'ils soient dans l'entité WX. Mais voilà, je fais aussi des tests. Ça me permet de voir comment les gens peuvent s'immiscer, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour ensuite rentrer, ce qui est plutôt plus safe que de recruter quelqu'un finalement, et après tu l'as et voilà, est-ce que c'est un pari finalement. Avec Sodexo, j'ai cette capacité aussi à faire des soft landing, je dirais, à rapporter des gens, à voir ce qu'ils peuvent apporter, et puis en me disant est-ce qu'il y a un fit avec l'équipe, est-ce qu'ils apportent quelque chose de différent, est-ce que je veux, et à ce moment-là, bon, ben, on les bascule et on les amène dans l'aventure. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe à ce moment-là, et à partir de là, on commence à vendre des missions. Alors on commence sur un positionnement conseil. J'ai coutume de dire que de toute façon, quand tu commences et que tu n'as pas d'investissement, ben, il faut vendre ce que tu as. Et ce qu'on avait, c'est notre cerveau. Donc on commence avec du conseil parce qu'il n'y a pas encore, pour être très clair, hein, de notre côté, des convictions, je dirais, claires sur où est-ce qu'il faut aller. Du coup, une ambition, je dirais, partagée avec Sodexo, de dire, bon, ben, comme vous êtes clair sur ce qu'il faut faire, je suis d'accord d'investir là ou là ou là. Donc les torts sont partagés, je dirais. Nous, on n'est pas encore très clair, et donc Sodexo est encore un peu frileux sur ce sujet, en se disant, bon, c'est sympa de payer le salaire de 3 personnes, cependant, faire des investissements un peu plus massifs, on va peut-être attendre que vous soyez un peu plus clair sur ce que vous voulez faire. Bon. Donc on commence à faire ça, à vendre, ça commence à prendre, timidement, avec des hauts et des bas, hein, des missions qui sont gagnées, d'autres que voilà. On n'arrive pas à se payer à ce moment-là, clairement, on n'est pas encore une activité profitable, et puis on commence à étoffer. Et puis j'ai le soutien de ma direction, de ma CEO à l'époque qui s'appelle Sylvia, qui y croit, et donc on est d'accord pour ajouter une ressource ici, une ressource là. Donc on commence à s'étoffer.
On commence à gagner des missions, à se tester, à voir à peu près est-ce que nos convictions initiales sont les bonnes. Ce positionnement, je dirais, data, ethnographie, comment il peut se matérialiser, sur quel sujet précisément, quels sont les types de missions qu'on peut vendre, comment on les délivre et comment bien entendu, hein, tu vends des trucs, tu les as jamais fait avant, donc il y a ce côté un peu où il faut que des gens aient confiance en toi et prennent le risque d'aller sur des... Alors c'est là où ça peut être intéressant parce que, alors on parlait du meilleur des deux mondes, il est clair qu'être adossé à un grand groupe aide parce que on n'est pas, on sort pas de nulle part, on va pas disparaître dans 2 mois, quoi. Cependant, il faut faire attention parce que être adossé à un grand groupe, ça nous amène les codes de ce grand groupe ou en tout cas le positionnement même de marque de ces grands groupes. Et Sodexo est un groupe qui est positionné très bien sur certains types de métiers et je dirais en cohérence sur je cherche quelqu'un qui fait du service, de la restauration, donc du service manuel, voilà. En revanche, sur des services de conseil et autres, n'est pas autoporteur. Et donc, il y a ce côté où il faut arriver à naviguer entre les deux et montrer qu'on est à la fois une entité spécifique avec un positionnement spécifique, tout en appartenant à un grand groupe. D'accord. Et ça, c'était au niveau des clients, tu grandissais ou rapetissais le logo Sodexo en Exactement, exactement. Et chez certains, j'utilisais, certains, je n'utilisais pas. Donc, il faut être assez malin là-dessus, tout en sachant que même pour les gens de Sodexo en interne, c'était très compliqué de comprendre ce qu'on faisait. Très compliqué parce qu'on est sur des métiers de conseil dans un groupe qui est fondamentalement très concret, très pragmatique, très terre à terre, où ce qu'on fait, ça se voit, ça se sent, ça se touche, ça se mange aussi. Et donc, du conseil, c'est vu comme quelque chose de, je dirais, évanescent. Et limite de l'entourloupe, quoi. Ouais, tu vois, fumeux, ouais, vous allez vraiment faire payer pour ça, les gars? Non, mais attendez, voilà, quoi. Donc, très compliqué en interne de montrer ce qu'on faisait. Ce qui a aidé, je t'en avais parlé, mais ce qui a aidé, je pense, c'est que rapidement, on s'est dit, de toute façon, ce positionnement conseil, très bien, il faut se positionner beaucoup plus sur la côté techno. Les choses sont en train de se passer. Un des gros problèmes dans ce milieu-là, c'est l'utilisation de l'espace et la gestion des flux. Et moi, j'ai les deux dans ma tête dès le début. Je me dis, c'est intéressant ça parce que c'est à la croisée des chemins. Chez mes clients, c'est un des plus gros problèmes. L'utilisation, l'optimisation de l'espace. Est-ce que j'ai assez de mètres carrés? Est-ce que j'en ai trop? Pourquoi j'en ai trop? Est-ce que j'ai mon bon mix en termes de dimensionnement de mes salles de réunion? C'est con, hein, mais bon. Savoir si je dois avoir 10 salles de 2 personnes ou 2 salles de 10 personnes, c'est des vraies questions. Et c'est des vraies questions qui vont être structurantes ensuite pour la manière dont les gens vont utiliser leur espace, vont être satisfaits, pas satisfaits, vont venir ou pas au bureau. Et donc, c'est des questions importantes. Mais in fine, après, c'est des questions importantes parce qu'un mètre carré, ça coûte très cher, de toute façon. En loyer, en service et autres. Et donc, encore plus maintenant, il y a des vraies questions sur l'optimisation du travail. Et quand c'est un actif, un bureau. De la même manière que tu as une machine de prod dans une ligne de prod, ben, ton bureau, c'est un actif. Tu le payes. À un moment, comme tout actif, il faut qu'il soit utilisé. C'est-à-dire, si tu as une machine chez toi que tu utilises 5% de ton temps, ou 20%, normalement, tu as fait le mauvais choix si tu l'as acheté. Et même si tu la loues en permanence. Parce que c'est aussi ça ce qui se passe dans les bureaux. Les mecs sont moins en moins, je dirais, en propriété sur leur bureau, sont en leasing. Mais quand tu loues 50 000 m² et que finalement tu as besoin de 20 000, tu as quand même fait une connerie, quoi. Et de la même manière, si tu avais chez toi une machine que tu utilisais une fois dans l'année, si tu as une perceuse que tu utilises une fois, il faut quand même se poser la question, pourquoi tu l'as acheté, quoi. Ouais. Et donc, c'est à peu près, c'est des questions qui ne se posaient pas dans l'immobilier. Il y avait une sorte de, bon, allez, c'est pas grave, quoi. Ça a été accéléré là, avec le Covid, puisque là, tout le monde le voit, qu'il n'y a personne dans les bureaux. Bon, alors ça va revenir à la normale, hein, il y aura un truc, mais quel sera ce nouveau normal, justement? Il sera sûrement bien plus bas que l'ancien, quoi. Et l'ancien était déjà embarrassant, d'une certaine manière. Embarrassant parce que quand tu as un actif qui utilisait moins de 50% de ton temps, encore une fois, si tu es un peu sérieux avec la manière dont tu gères ton business, tu le regardes et tu l'optimises. Et ce n'était pas le cas. Donc, nous, on se disait, tiens, pour optimiser, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut capturer de la donnée et il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, ces solutions qui permettent de mesurer l'utilisation des espaces et les flux sont intéressantes de ce point de vue-là. Mais elles sont intéressantes du point de vue Sodexo. Pourquoi? Parce que Sodexo, c'est un métier de flux, finalement.
Si on le regarde différemment, alors j'ai parlé tout à l'heure de la définition, on fournit des services de qualité de vie à des individus. Des individus qui se rassemblent dans des communautés. Et on a des flux qui sont de différentes natures dans les différents endroits, mais qui sont toujours des flux. C'est des flux de patients, de visiteurs, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins à l'hôpital. C'est des flux d'employés, de visiteurs dans un bureau. C'est des flux de professeurs, de fournisseurs de gens de services et d'enfants dans l'éducation. Et à chaque fois, c'est du flux. C'est du flux. Et donc, l'important, c'est le flux. Le flux pour la restauration, le flux pour la réception, le flux pour le nettoyage, c'est ça qui drive nos services. Et donc, je me suis dit dès le début, là, c'est intéressant parce que si on fait ça, on peut, je dirais, faire d'une pierre deux coups. Servir notre cause chez WX et j'en suis persuadé, servir la cause à plus long terme de Sodexo. Parce que le métier de Sodexo est vachement disrupté sur la restauration. Là, on prend cher. On prend cher sur l'année. Les gens ne viennent plus au bureau, donc ne mangent plus au bureau. Et même avant, il y avait déjà une érosion. Le côté clientèle théâtre classique, clientèle captive qui vient, dont le repas est subventionné, c'est de moins en moins le cas. Et les gens aspirent à plus de variété, de diversité dans leur manière de fonctionner dans la semaine, mais dans leur manière de manger aussi. Et donc les usages ont complètement été révolutionnés et donc il faut qu'on s'adapte. Pareil, ça, il faut comprendre ces flux. Il faut comprendre où est le flux pour pouvoir se positionner sur ce flux. On retrouve ta vision de liquéfaction avec le théâtre et qui se devient un peu plus fragmenté et effectivement mesurer les flux du coup. Exactement. Ce qui à la fois peut être vu comme un danger pour nous, c'est-à-dire que les gens ne viennent moins au restaurant d'entreprise tous les jours. Ok. Mais ce qui peut être vu aussi comme un élargissement potentiel de notre business. C'est-à-dire, si on rentre dans les maisons des gens, il y a d'autres moments intéressants qui sont le dîner, qui sont le petit déjeuner, qu'on avait déjà vu. Ce qui est intéressant, c'est dans l'entreprise, on avait déjà fait cette extension entre, en partant du déjeuner, remonter vers le haut de la journée ou vers le bas de la journée, qui était comment on fournit des petits déjeuners, comment on fournit de l'hospitality dans les meetings le matin ou l'après-midi, avec du café, du thé. Donc, on avait déjà fait ce mouvement dans l'entreprise. Là, il faut l'adapter aussi à hors de l'entreprise, hors des quatre murs, et l'amener quelque part. Est-ce que... et on a racheté en France, par exemple, Food Cherry, et une marque de Food Cherry, un concept qui a été développé qui s'appelle Season, qui t'envoie tes repas pour chez toi. D'accord. Et des repas du soir aussi, pour ta famille. Donc, d'un consommateur qui mangeait une fois par jour, 5 fois par semaine, à un consommateur qui finalement ne mangeait plus 5, mais 4 ou 3 fois par semaine, il va falloir regagner la bataille de dire, on peut en faire 4 de consommateurs ou 5, parce que cette personne, il a un mari ou une femme, et il a des enfants. Et donc, on va peut-être pouvoir, ce qu'on perd d'un côté, le regagner autre part. D'une manière différente. Ce ne sera pas le même modèle, ce ne sera pas les mêmes choses. Donc, je reviens, je suis désolé, je fais beaucoup de digressions. Mais je reviens sur mon sujet. Donc, je me dis, il faut faire ces acquisitions. Donc, j'arrive à embarquer 2 acquisitions donc en quelques mois. Une qui s'appelle CSM, qui est une boîte fondée par une personne qui s'appelle Jérôme Duc, qui est quelqu'un qui vient de l'immobilier, qui avait développé un business donc sur... une solution d'analyse de l'espace avec des capteurs, des dashboards d'analytics et la capacité de donner via une app ou des API la disponibilité en temps réel des espaces. Occupés, pas occupés. Moi, c'est intéressant de faire cette acquisition à 2 égards. 1, parce que j'y crois, mais 2, parce que pareil, il y a cette sorte d'épreuve du feu, quoi. On s'amuse, on a une marque, c'est sympa et tout ça. Mais à un moment, moi, je veux jauger du sérieux que Sodexo nous donne. Et donc, une acquisition, c'est sympa parce qu'il faut mettre du pognon. Donc, à un moment, c'est engageant quand même. Ouais. Encore une fois, à payer 4 salaires, à la taille de Sodexo, c'est pas un problème, quoi. Bon, mais c'est sympa, ils s'amusent, les mecs. Voilà. En revanche, commencer à mettre quelques millions sur la table, ça, c'est autre chose. Ouais. Et donc, moi, l'acquisition, au-delà d'y croire, fondamentalement dans mon positionnement, me permet aussi de, je dirais, valider l'intérêt. De la même manière que j'avais voulu le faire à l'époque sur la JV entre les deux. Mais je reviens sur mon idée d'un moment, on va regarder si on nous prend au sérieux ou pas. C'est ça. Et le fait d'avoir des go sur ces acquisitions, moi, me rassure énormément à ce moment-là.
parce que me permet de dire, bon, c'est bon, je ne suis pas le seul à y croire, quoi, en gros. Donc, il y a des gens qui y croient avec moi. C'est sympa. Et donc, on fait ces 2 acquisitions, coup sur coup, qui nous permettent d'avoir une solution end-to-end avec des capteurs de flux, de présence, de comptage, et qui nous permettent d'avoir un parc installé de ces capteurs, des données, et d'être en phase avec notre positionnement, de dire, nous, on pense l'environnement de travail comme déjà quelque chose qui est protéiforme dans le sens où c'est espace, technologie, service et culture. Ça n'est pas que par l'espace que tu crées une expérience, par le service ou par la techno. C'est en pensant tout ça de manière holistique, synchrone pour le coup, parce qu'il faut y penser en même temps, parce qu'il faut partir de l'expérience pour définir justement ces parcours, ce qu'on veut faire et qu'est-ce que ça veut dire pour l'espace et qu'est-ce que ça veut dire pour le service et qu'est-ce que ça veut dire pour le techno. Il ne faut pas dire je prends un espace, je le design, je verrai plus tard la techno et je verrai encore plus tard le service et on verra comment ce truc-là, par magie peut-être, peut créer une expérience. Non, il faut regarder ça en amont et se dire je suis dans telle boîte, il y a une certaine culture, il y a une volonté ou pas de transformation. Ça, c'est de la donnée d'entrée. Et donc, qu'est-ce que je dois faire sur ces aspects de espace, service, techno pour pouvoir créer vraiment cette expérience? Yannick, je reviens juste sur le fait que Sodexo ait financé cette acquisition. Ça, c'était une force quand même de pouvoir accélérer sur un domaine spécifique en mettant quelques millions sur la table pour se dire ouais, ben on y croit et allez-y, quoi. Créer un début d'activité comme ça. Exactement. Et en parallèle, il y a beaucoup d'autres projets d'acquisition sur lesquels je me fais retaper ou retoquer. Peut-être parce qu'ils sont trop gros ou peut-être parce que je ne suis pas encore assez clair sur ma stratégie, je pense. Et c'est peut-être trop engageant. Il y a un moment, quel est le bon niveau d'investissement que Sodexo est prêt à faire en fonction de mon niveau de maturité et en fonction du niveau de confiance que Sodexo a sur mon activité. D'accord. Tu as fait des propositions et tu as eu des rejets alors? Ouais, aussi. Okay. Aussi, trop gros, trop tôt, pas forcément assez bien amené peut-être, en termes de... moi je suis assez intuitif et peut-être que le danger d'être intuitif, c'est de penser que pour moi c'est évident, mais pour les autres ça ne l'est pas. Donc il faut amener les gens vers là. Il faut les accompagner et il faut les éduquer aussi au truc. Dire voilà, si ma stratégie c'est ça, si le marché se passe comme ça, du coup voilà peut-être vers où il faut aller. Et donc 6 mois plus tard de dire vous avez rappelé, je vous avais dit, on était d'accord qu'il fallait aller vers là. Tiens, là il y a une acquisition qui actuellement rentre dans cette case-là, ou nous permettra d'arriver à ça. Et à ce moment-là, cette histoire a du sens. Alors que moi, j'ai peut-être plus procédé à ce moment-là comme en disant, bon, voilà, il y a une acquisition, c'est ce qu'il faut faire, faites-moi confiance, parce qu'en post-rationalisation, voilà ce que ça va nous aider à faire. Mais le chemin, il faut le faire dans l'autre sens. Ça, c'est ce que j'ai aussi appris, et c'est ce que je fais de plus en plus, c'est-à-dire amener la stratégie en amont, la faire valider, la socialiser, intégrer aussi le retour de Sodexo, parce que moi, j'ai mes idées, mais j'ai pas toujours que des bonnes idées. Et donc, pour ensuite dire, voilà comment cette acquisition va s'insérer là-dedans. Et pas faire de trucs à l'envers en disant, il faut acheter, et puis après, on verra que on en fera, vous inquiétez pas, quoi. Donc, il y a aussi ça à comprendre, et je pense que voilà, c'est des leçons apprises, mais que je ferai différemment et que je suis en train de faire différemment. C'est-à-dire essayer plus de parler stratégie en amont, de valider ça, pour ensuite arriver sur des logiques d'acquisition, d'investissement et autres, pour montrer comment elles vont supporter cette stratégie qui aura été au préalable socialisée, validée par tout le monde. Ok, donc tu te retrouves avec 2 activités, quelque part, le conseil et puis cette mesure. Et du coup, avec justement, en refaisant le lien avec Sodexo, donc ils t'ont permis de racheter cette activité, d'avoir ça. Et quelles sont les synergies ou les difficultés tu parles de personnes qui travaillent des fois à temps plein, des fois pas à temps plein. Alors, voilà, on est toujours encore, moi je considère qu'on est à un stade, je dirais, on dit en anglais half pregnant, half baked, où on a dépassé le concept de l'idée. On est au-delà, on a un vrai business, on fait du chiffre d'affaires, on est cependant très loin d'être arrivé, quoi, entre guillemets. Donc il y a énormément encore à faire, il y a énormément à développer, et on est une équipe, alors sur le conseil on doit être à peu près 8, et puis sur la partie techno une quinzaine, vingtaine, donc une équipe en gros de 30 personnes,
qui est déjà global. Alors ça, c'est un des sujets, c'est-à-dire que moi, j'ai développé plus l'activité, au lieu de créer, massifier dans un endroit, j'ai une personne à Londres, une personne à Montréal, une personne à Singapour, une personne à Prague. Donc on a déjà, je dirais, rapidement étendu de manière géographique sans avoir massifié dans un endroit spécifiquement. Ce qui a ses vertus et ce qui a ses problèmes aussi, parce que du coup les gens sont un peu seuls, hein, c'est un peu du one-man show de WX au Canada, one-man show à Singapour, donc c'est pas toujours évident. Mais ce qui permet aussi d'avoir déjà une diversité assez forte en termes de background, en termes de, je dirais, de culture et de capacité à se projeter. Et donc qui est important vis-à-vis de Sodexo, parce que moi, je suis au comité exécutif aussi du segment corporate, donc je sais où on veut se développer, je sais où sont nos gros clients, et donc il faut que je matche un peu tout ça pour être sûr que, parce que y a pas de, voilà, notre activité, elle est quand même très dépendante de l'activité économique, de où sont les centres de décision, de où sont les mètres carrés, quoi. Et donc on revient sur les mêmes villes, hein. C'est du Paris, c'est du Londres, c'est des grosses villes aux États-Unis ou au Canada, du Singapour, et donc il faut être présent là-bas, hein. On ne va pas être en ville numéro 3. Donc ça c'est, et donc comment on gère, je dirais, dans cette aventure, moi ce que je découvre, c'est que ça peut être rapidement donc le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, quand tu arrives à allier, je dirais, l'agilité, la capacité à aller vite, le côté un peu disruptif, innovant de WX, avec la capacité financière, les process, l'expertise et l'expérience de Sodexo, la présence locale et les entités juridiques et les connaissances des business practices et des codes locaux de Sodexo. Et puis ça peut être le pire des deux mondes, où tu es à la fois, je dirais, tenu de respecter plein de règles ou plein de process ou plein de conneries chez Sodexo, et à la fois tu te sens pas, tu te sens petit, tu te sens sans moyens côté WX et pas sûr sur tes appuis, quoi. Et donc tu te dis, je suis à la fois faible d'un côté et sous pression de l'autre, et donc je n'arrive pas à avancer rapidement. Tu as un exemple, des exemples concrets? Il y a plusieurs exemples. Je pense que là où ce qui a été très compliqué depuis le début, c'est de se... Moi, l'intime conviction, c'était qu'on devait commencer à se faire une réputation nous-mêmes, sans dépendre de papa-maman. Papa-maman, c'est Sodexo. Donc, il faut aller chercher nos clients nous-mêmes. Ça, c'est hyper compliqué. Ça, c'est hyper compliqué parce qu'on part de zéro, donc tu le fais, mais c'est des taux de succès très faibles, beaucoup d'efforts pour finalement peu de réussite. Je sais, je le sais parce que c'est moi, je suis aussi partie de ce business, qu'il y a un autre accès plus simple, et tous les clients de Sodexo. Cependant, c'est une galère pas possible depuis le début. C'est une galère pas possible parce qu'il y a une notion de... Il faut passer par Sodexo. Et donc pour passer par Sodexo, il faut que les gens de Sodexo comprennent ce qu'on fait. Pour que les gens comprennent ce qu'on fait, ça prend un temps fou et ça ne marche pas toujours. Et donc on a un premier filtre, je dirais on est filtré par Sodexo, qui, s'il ne comprend pas ce qu'on fait, ne va pas nous ouvrir les portes du client. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc sur le papier, génial, Sodexo a X milliers de clients les plus grands. En pratique, une galère. Alors moi, je suis tenace, donc je sais que ça va marcher. Mais ça prendra du temps. Et donc, c'est marrant, il y a des présentations que j'ai fait il y a 2-3 ans chez des clients. Il y avait un directeur de compte qui est revenu vers moi avant-hier, qui est un groupe pharma en Europe sur lequel on a un contrat, qui me dit, tu vois, ça y est, il y a une opportunité là, et tu vois, c'était peut-être ta présentation d'il y a 2 ans qui a porté ses fruits. Ben ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais même lui, je pense qu'il ne croyait pas à l'époque. Mais quand c'est le client qui découvre ça, qui peut-être dit « Ah ben oui, vous avez un truc, vous, chez vous, qui s'appelle comme ça », ça a beaucoup plus de force, finalement. J'ai pris mon parti que chez Sodexo, on aura du mal, de toute manière, à éduquer tout le monde. Et faire... Alors, on continue à le faire. C'est parfois Don Quichotte, on se bat contre des moulins, mais je suis intimement persuadé qu'en semant aussi large, il y a de toute façon des choses qui vont revenir. On ne gagnera pas tout le temps, et voilà. Mais ça, c'est typiquement, ça peut être le pire des deux mondes parce que tu peux rapidement passer ton temps à juste expliquer à Sodexo ce que tu fais. Ouais. Et Sodexo, c'est très gros, donc tu peux passer tes journées entières à le faire. Et donc, quand tu fais ça, tu développes pas ton business. Et quel est le meilleur moyen? C'est toujours pareil. Comment tu gères le court et le long terme, quoi. À court terme, j'aurais pu me dire, bon, rien à foutre de Sodexo, hein, on va faire notre truc de notre côté, et puis très bien.
Mais je sais qu'à moyen terme, pour scaler, Sodexo est fondamental. Oui. Et passer par Sodexo, c'est fondamental. Oui. Je n'aurai jamais la puissance de scale sans Sodexo, en tout cas me concernant, parce que si on arrive sur un client, déjà, avec un portefeuille de 200-300 sites à faire quelque chose, ça va démultiplier assez rapidement le truc. Donc ça voilà, c'est à la fois un exemple de qu'est-ce qui pourrait être le meilleur des deux mondes, mais qu'est-ce qui finalement peut se révéler être le pire des deux mondes, où Sodexo voudrait peut-être aussi, dans ces cas-là, qu'on fasse nos services gratuitement. En se disant, mais attends, moi j'ai un contrat de 100 millions avec ce client. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder à aller vouloir vendre une mission de 50 000 euros de conseil ou de 100 000 ? Bon, on ne peut pas le faire gratuit, ça nous permettra sûrement d'être mieux vu par le client, on va nous renouveler notre contrat et tout ça. Et donc, comment tu fais coexister, moi, besoin de développer une vraie activité avec un PNL, avec une profitabilité, et d'autres intérêts, qui sont l'intérêt de Sodexo par rapport à son client, et des masses qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais. Et donc, moi, je suis passé, je dis aussi les coutumes, je vendais des contrats de 200 millions par an, je vends des missions de 20 000 euros. Voilà. Moi, j'ai fait le grand écart entre ça. Alors, je connais les deux mondes, mais du coup, ça crée beaucoup de résistance aussi en interne. En interne, beaucoup de gens pensent qu'on devrait finalement, ça pourrait être un fauné, quoi, WX. Un fauné qui te permet, un cheval de Troie, on appelle ça un loss leader. C'est le modèle un peu Razor and Blades, quoi, de Gillette, quoi. Je te vends pas cher, ou je te donne le rasoir et après je me refais sur les lames, quoi. Ouais. Eh ben, c'est un peu ça. Je te vends du WX, je te file du WX et je me refais derrière sur le service. Ouais. Bon, moi c'est, dès le début, c'est niette, ça. C'est niette, mais ça t'apporte beaucoup de problèmes en interne, parce que les gens voudraient que tu le fasses en disant, mais attends, notre business, c'est pas de faire du conseil, mon gars. C'est de vendre de la restauration, c'est de vendre de la tomate, de la pizza et nettoyer des chiottes. Donc, tu vas pas nous faire chier, tu viens faire tes trucs gratuits et nous, en fait, on fait notre business derrière. Ouais. Bon, ben non, moi, c'est pas ça. Parce que je pense que fondamentalement, notre business futur, il n'est pas uniquement axé sur ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que mon business va remplacer le business de Sodexo. Je suis en train juste de dire que mon business sera une corde à l'arc supplémentaire pour Sodexo. Ouais. Et que, comme les autres sont en train d'être disruptés, il ne faut pas que miser là-dessus, parce que de toute manière, mécaniquement, il n'y a pas de... Si on ne fait rien, la restauration d'entreprise, de toute façon, en tant que marché, baisse structurellement. Donc, il y a d'autres choses à faire. Quelles que sont ces autres choses ? C'est à nous de le définir. Et moi, ce que je fais, c'est une de ces autres choses. Ouais. J'ai l'image d'une petite goutte d'eau qui arrive dans un océan avec tous les revenus. Et toi, tu es cette petite goutte d'eau et tout le monde te dit, en fait, tu nous embêtes, va faire autre chose. Exactement. Ouais. Alors, les autres exemples du meilleur des deux mondes ou du pire des deux mondes, je dis le meilleur des deux mondes. Typiquement, je dépose ma marque. J'ai chez Sodexo un legal qui fait que de l'IP, qui est expert là-dessus. J'ai rien à faire, quoi. Ouais. Le mec m'aide et fait tout. Ouais. J'ai même pas à me poser de questions. Ouais. Je veux invoicer dans un pays, j'ai déjà une entité légale. Ouais. J'ai une voice, il n'y a aucun problème. J'ai un contrat, je peux faire des contrats locaux. Voilà. J'ai toute cette infrastructure à disposition. Ouais. Il faut savoir naviguer. Parce qu'il y a du bon et du mauvais. Donc il faut savoir prendre ce qu'on peut prendre et ne pas prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que ce n'est pas spécifique à notre activité, parce que ce n'est pas adapté. Donc tout ça, c'est vraiment moi mon rôle aussi, d'être entre les deux avec mes équipes dédiées WX et de faire un peu, je dirais, ce filtre entre qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et donc on appelle ça, chez nous, c'est WX, ça s'appelle une corp-up, une corporate startup. Et c'est aussi mon rôle, moi, de voir où est-ce que je peux naviguer sur ma marque. On fait ce qu'on veut. Enfin, moi, mon site web, je demande l'avis de personne chez Sodexo, quoi. Je fais tout ça. Alors je devrais peut-être demander. Mais je vais pas demander parce que je sais très bien qu'ils vont pas m'apporter ce que j'ai envie. Ils vont vouloir me sodexiser, alors que moi, je veux au contraire me WXiser. Tu n'es pas sur leurs infrastructures IT, etc. T'as pas tous ces process à gérer? Alors non, mais ça va être des problèmes. J'ai pas le même CRM. Ouais. Mais parce que le CRM de Sodexo, c'est du Salesforce qu'on a tordu, qui est super pour Sodexo, mais qui n'est pas du tout adapté à mon business, dans lesquels moi je connais parce que je le pratique aussi de l'autre côté. Donc il faut des administrateurs à limite, quoi, des gens à temps plein qu'on tu payes pour administrer ton CRM pour être sûr que ta donnée qualité, que tout est bien rempli. Je peux pas me payer un administrateur de CRM, moi. Mais c'est mes gens qui vendent les trucs, qui font eux-mêmes le truc. Donc moi, j'ai un truc simple, j'ai pris une solution simple qui coûte pas cher. Et voilà. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème parce que idéalement, il faudrait que les CRM soient les mêmes. Parce que moi, au moins, les gens de Sodexo savent ce que je fais. Et vice versa, moi, je sais ce qu'ils font.
Et donc, ça rassure. Bon, c'est pas le cas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans les pays, moi, et de toute façon, le CRM ne remplace pas l'humain, encore une fois. Et donc, de toute façon, mes gens en pays, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils reportent la personne au UK, elle reporte au directeur des ventes du UK et à moi. C'est ma manière d'être sûr que cette personne-là sait ce qui se passe côté Sodexo et que les gens de Sodexo savent ce qui se passe côté WX. Pour qu'il n'y ait pas de perte en ligne et qu'on travaille ces synergies de long terme, sur lesquelles je suis assez arc-bouté, mais qui arrivent et qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus évidentes. Mais c'est ce côté pied dedans, pied dehors. Ouais. Et qu'il faut continuer à avoir, que je demande, qui est assez schizo, qui demande beaucoup d'agilité mentale pour les gens. Parce que, encore une fois, tu peux passer ton temps à faire de l'interne. Ouais. Et next thing you know, un an plus tard, tu n'as fait que de l'interne, tu es devenu une fonction support. Ouais. Tu n'es pas un générateur de business additionnel. Ouais. Quand tu dis schizo, tu as des moments tu te dis mais c'est fou, ça, j'y arriverai jamais ou Oui, tout le temps, tous les jours. Tu te dis beaucoup de choses, tu te dis tous ces efforts pour ça aujourd'hui. Je veux dire, je dois faire 3 millions de chiffre d'affaires en consolidé, quoi. 3 millions, c'est un beau site de restauration chez Sodexo. Ouais. Bon, voilà. Un jour, tu te dis, ouais, mais c'est pas 3 millions pareil, donc c'est génial. Puis un jour, tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi. Ouais. Et puis même, ça te paraît tout petit par rapport à l'océan dans lequel tu as navigué. Moi, je te dis, j'ai vendu des contrats où c'était 200, 300 millions de chiffre d'affaires par an pendant 5 ans. Donc, c'est 1,5 milliard de business. C'est pas pareil, donc c'est pas... Mais moi-même, je le sais que c'est pas pareil, mais ça m'empêche pas de quand même comparer, quoi. Et de te dire, mais tu fais tout ça pour ça, quoi. Ouais. Donc ouais, tu as des moments de désespoir, tu as des moments où tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors, ce qui rattache, c'est d'être habité par le fait que le truc est en train de changer et que si on n'apporte pas ce changement, nous, des autres vont le faire pour nous. Et donc, on va pas... Voilà, et puis de croire fondamentalement à ce qu'on fait, quoi. Et de croire à cette aventure, de croire aux gens qui sont dans cette aventure et de se dire, on tient quelque chose. Alors voilà, il y a des jours où tu as plus confiance dans ta capacité de vraiment tenir quelque chose, et puis il y a des jours où tu as vraiment l'impression, est-ce qu'on vraiment on tient quelque chose, ou est-ce qu'on se raconte des histoires, quoi. Ouais. Donc oui, tu as des phases comme ça. Je reviens sur les aspects pires des deux mondes, la gestion de la performance et la compréhension de la performance. Comment on fixe mes objectifs, par exemple, à moi et à mes équipes. Ça, c'est très compliqué. Très compliqué parce que Sodexo, tu es sur des business qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc, on sait faire un budget annuel. On sait donc assez bien définir qui va être un bon performeur, un mauvais performeur. On sait définir cette ligne entre t'as performé normalement, t'as surperformé, t'as sous-performé. Il y a des données de marché, on sait ce que font les concurrents, on sait quels sont les niveaux de marge attendus. Très bien. Moi, dans mon business, personne ne sait rien, mais moi y compris. Je dis pas que moi j'ai la pierre philosophale et je sais exactement, mais on me calque cependant les mêmes modèles de performance management que Sodexo. Et donc, début de l'année, moi j'ai un écart type, je dirais, de chiffre d'affaires qui est de plusieurs centaines de pourcents. Ouais. On est dans un business de Sodexo où l'écart type de chiffre d'affaires dans l'année est de quelques pourcentages, point de base. Et donc c'est comme ça qu'on va définir si tu es à 2% ou à 3%, tu es devenu un bon performeur ou tu es un mauvais performeur. Bon, moi, l'écart type est beaucoup plus large. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un système de gestion de la performance et de ma performance qui est complètement inadapté. J'ai pas nécessairement la solution, mais ce que je sais, c'est que le système tel qu'il est pas bon. Ouais. Voilà. Et je vis avec ça. Donc, des fois, je rate mes bonus complètement, j'ai des trucs. Donc, j'ai perdu des trucs, même, je dirais, monétairement. Ouais. J'étais très successful dans la vente. J'avais toujours mes bonus. Je les ai plus. Ouais. Je les ai plus parce qu'on n'est toujours pas arrivé à trouver le bon moyen de le faire. Et donc, j'ai l'impression de me faire avoir à chaque année. Alors, je me fais avoir pourquoi ? Parce que moi, je donne une ambition dans mon business. Et je suis ambitieux. Donc, je me dis, on va faire ça. Mais il y a un écart type tel que peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera 50% de ça, en fait. Mais que cette ambition se reflète directement dans mes objectifs, c'est là où est le problème, en fait. Ouais. Moi, je ne vais pas changer le fait d'être ambitieux. Je ne vais pas dire non plus, on va se couvrir, on va prendre ceinture et bretelles chaque année, on va dire, on fait rien, et puis on va perdre énormément de pognon, et c'est normal. Non, il faut se donner une trajectoire, il faut se donner des objectifs, il faut être ambitieux. Mais que derrière, moi, ça me pénalise au jour le jour, je trouve pas ça normal. Mais bon, on n'a pas trouvé la solution pour l'instant. Et gérer tous ces nouveaux petits business chez Sodexo, ça va devenir une norme parce qu'on rachète beaucoup de petites boîtes, on rachète beaucoup d'autres business connexes. Et donc, il faut qu'on soit meilleur aussi
à être capable de différencier la manière dont on gère ses business. L'attente sur la profitabilité, le fait de savoir que sur certains business, on ne gagnera pas d'argent avant X années. Ça, c'est très nouveau pour nous. Ouais. Très nouveau, parce qu'on est sur des business où un contrat, tu le rachètes, ou quand on rachetait des boîtes de food, ça, on savait comment ça tournait, et puis c'est profitable dès le début. Ça, on n'est pas en investissement pluriannuel pour arriver à un moment à une trajectoire de profitabilité. Ouais. Donc, quand vous rachetez des entreprises qui ont des business models différents de vous, est-ce que toi, l'expertise que tu as acquis en lançant WX et puis le rachat des autres structures, est-ce que tu arrives à la transformer? Pas encore, mais j'apprends aussi. Ouais. Il y a une boîte que j'ai rachetée il y a 1 an et demi. Comment tu gères le fondateur, les équipes en place, la transition, l'intégration? Je suis loin de dire j'ai des leçons à donner, ou en tout cas j'ai trouvé encore une fois la formule magique qui me permet d'intégrer un petit groupe dans un grand groupe. Ouais. J'apprends des hardware parfois. Je fais des erreurs, je sous-estime des choses. J'ai complètement sous-estimé, je pense, cette partie intégration, quoi. Ouais. Tu passes classique par une sorte de honeymoon, lune de miel, où tu as l'impression que tout va marcher, tout va être génial, et puis après tu te heurtes aux réalités quotidiennes, au fait que la boîte que tu as rachetée n'est pas processée comme Sodexo. Donc Sodexo, pareil, il était là, il dit bah ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bah ouais, mais c'est une petite boîte, les gars. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas ci, il n'y a pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour progressivement arriver à ci et ça? Mais ça ne va pas changer dans la nuit. On doit prendre conscience que quand tu rachètes une petite boîte, voilà, il y a des choses qui n'existeront pas, et c'est normal. Et ce sera partout pareil. Donc soit on ne veut pas le faire et on n'y va pas. Mais si on a décidé de le faire, on l'assume. Si tu avais... Mais je pense que je serais meilleur sur la deuxième. Donc maintenant, je réfléchis beaucoup mieux. Enfin, là, je suis en train de penser à d'autres ou travailler sur d'autres acquisitions. Voilà, je réfléchis à la complexité que ce sera, à d'autres aspects que j'avais peut-être moins regardé sur la première. Ouais. Voilà. Mais loin de moi l'idée de me dire, maintenant, ça y est, je peux donner à Sodexo les clés, enfin, la formule qui leur permettra d'être super bons dans acheter une petite boîte, l'intégrer et la faire. Et je pense que les solutions en plus sont très spécifiques. Ouais. On rachète Food Cherry en France qui fait du food delivery. Et les solutions qui vont marcher pour Food Cherry ne sont pas les solutions qui vont marcher nécessairement pour moi. Ouais. Tu as peut-être des points de vigilance. Tu as sûrement des trucs à partager. Moi, je le fais avec toutes ces... Je contacte les mecs qui ont chez moi ces types d'acquisitions qui sont connexes, qui ne sont pas dans le business, parce que je pense qu'il y a des choses à partager ensemble. Cependant, on n'a pas les mêmes réalités. Certains ne vont pas faire des synergies. Par exemple, il y avait un groupe qui s'appelle Raidu, qu'on a créé avec 2 acquisitions. Alors qui a un peu des problèmes en ce moment parce qu'il est positionné sur le travel and expense, et donc le travel and expense c'est en ce moment un peu ravagé. Il y en a moins quoi. Mais on avait racheté 2 boîtes, une qui faisait du travel, l'autre qui faisait de l'expense, et on a créé Raidu qui fait une solution intégrée de travel and expense pour les boîtes. Bon, très 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 bon business à l'époque, très bien. Et voilà, mais moi typiquement, je me suis rapproché du CEO qui est chez Sodexo, qui est de cette boîte, pour comprendre comment il a fait. Mais typiquement lui, il avait mis dans son business plan des synergies. Il m'a dit, mais les synergies, j'y crois plus. Je vais me développer complètement de mon côté. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes interlocuteurs chez nos clients. C'est les mêmes clients, mais ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes budgets, tout ça. Donc, lui, il est parti sur une route. Moi, dans mes acquisitions, je fais beaucoup de synergies. Là. Je commence à en faire beaucoup. Donc, on n'a pas la même histoire, finalement. Et donc, on n'a pas les mêmes recettes à appliquer. Lui, il va se développer de son côté, et très bien. Et puis, moi, je vais avoir d'autres recettes pour essayer de faire ces synergies, par exemple. Et des contraintes supplémentaires peut-être. Et puis lui, il aura d'autres contraintes parce qu'un jour, on va peut-être lui dire, ouais, mais il n'y a pas de synergie. Et donc, si tu avais dû faire WX en dehors de Sodexo, je pense que je ne l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait? Ouais. Non, je pense qu'il faut être assez honnête avec soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires aussi, souvent en entreprise, en confondant intrapreneuriat et entrepreneuriat. Voilà, moi je suis très clair, je suis un intrapreneur. Moi j'ai mon salaire qui est payé à la fin du mois. J'ai pas pris de risque. Je te disais, je pense que si j'avais voulu créer WX, il aurait fallu que je prenne un énorme cut sur mon salaire et que j'accepte un deuxième risque au-delà du cut, qui était le fait de peut-être de ne pas l'avoir à la fin du mois. J'ai pris aucun de ces 2 risques. Donc, je ne vais pas me plaindre sur le fait que j'ai un grand groupe derrière qui finance ce truc-là. Je pense que si j'avais dû faire de l'entrepreneuriat, j'aurais dû le faire avant. Chaque personne a sa propre histoire. Moi, je me suis retrouvé à... Voilà, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un prêt. C'était sûrement pas le bon moment.
De mon point de vue, encore une fois, certains vont me dire, bah, tu t'en fous, t'es près des enfants, tu peux le faire aussi, quoi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions parfaites, de toute façon, je pense. Moi, en tout cas, je sais intimement que j'aurais pas pris ce risque. Ouais. Voilà. Donc, c'était le meilleur compromis pour moi, parce que ça faisait 15 ans que je suis dans cette boîte. Je cherchais autre chose. Donc, il me fallait un challenge un peu différent. Et c'est un challenge un peu différent, mais j'étais pas surtout pas prêt à faire le pas complet entrepreneurial. Ouais. Donc, voilà, faut pas que... Et j'entends beaucoup, moi, dans les trucs, les mecs qui se racontent des histoires, mais en fait, bon, à un moment, c'est quand même deux mondes différents. Hein. Moi, les entrepreneurs, j'en côtoie énormément. Voilà, c'est pas le même monde. Hein. Faut pas non plus se raconter trop d'histoires là-dessus. Et il n'y a pas de un qui est meilleur que l'autre, mais c'est juste pas le même monde. Donc, il faut pas s'appeler entrepreneur quand on est dans ma situation, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, je suis un intrapreneur. Voilà. C'est pas mon pognon. Je suis payé à la fin du mois. Et si tout se passe mal, bon, on va peut-être me virer, hein, mais il y aura peut-être encore une possibilité pour que je reste chez Sodexo, je fasse autre chose. Et d'ailleurs, je fais encore autre chose, c'est-à-dire que j'ai une position chez Sodexo où WX, c'est pas 100% de mon temps. J'ai d'autres rôles. J'ai 3 rôles, en gros, et voilà, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mais voilà, c'est pas... voilà, je l'aurais... Donc, pour répondre à ta question, je ne l'aurais sûrement pas fait en externe. Ouais. Est-ce que ça me donne plus d'assurance maintenant pour faire quelque chose d'autre en externe? Pourquoi pas? Mais par exemple, je sais très bien que si je veux faire quelque chose en externe, ce ne sera pas de partir de zéro. Je n'aurai pas... Je vois à quel point c'est dur, quoi. Ouais. Et donc, racheter une entreprise, pourquoi pas? Ouais. Faire du build-up de trucs existants, pourquoi pas? Ouais. Mais voilà, ça m'affine aussi dans mon projet en me disant, voilà, qu'est-ce que je ne ferai pas? Voilà, parce que j'en vois, hein, les entrepreneurs, c'est compliqué. Ouais. Partir de zéro, c'est compliqué, ça demande une énergie. Et alors, pour le coup, aussi, un autre truc, un learning, je l'ai fait alors, je ne l'ai pas fait tout seul, il y avait d'autres personnes à côté de moi, mais in fine, c'est quand même moi qui suis tout seul à gérer au-dessus le truc. Si je devais pas le refaire, parce que peut-être c'est compliqué en entrepreneur, mais si je devais faire quelque chose, ce serait en équipe, avec avec 1 ou 2 personnes à côté de moi, pour qu'on soit 2 à 3 à partager les joies et les peines, quoi. Et il y a une sorte de solitude aussi dans le truc qui est compliquée. Solitude parce que les gens de Sodexo comprennent pas ce que je fais. Et donc, qui en parler, quoi? Qui va te donner des bons conseils? Quand tu dis d'autres personnes en mode un peu cofondateur, plusieurs responsables. Ouais. Alors j'en ai 2 avec qui j'ai mes 2 acolytes, hein, qui sont Terry et Bill, avec qui on a commencé le truc. Mais in fine, c'est moi qui porte la croix, quoi, du truc. Et le paquet qui va avec et tout ça, qui est moi qui rendais compte, c'est moi, voilà. Donc là, par exemple, moi ça me dit, je suis pas un entrepreneur, je pense. Si je devais faire une aventure un peu différente, je le ferais en équipe, plus que tout seul. Ouais. Voilà, c'est 2-3 trucs que je me dis. Ouais, ce serait un peu les conseils que tu aurais à donner des personnes qui se lancent dans l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, voilà, c'est pas tout rose. Moi, j'entends aussi beaucoup de gens, c'est génial ce que tu fais, j'aimerais bien faire comme toi et tout ça. Bon, je pense qu'il y a un côté un peu idéalisé de la chose. Hein. C'est beaucoup d'emmerde, c'est beaucoup d'énergie, c'est, à mon avis, peu de succès, hein, surtout toutes les initiatives en interne d'entrepreneuriat. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est pas si simple. Faut faire attention parce que moi je pense que ce qui m'a sauvé, enfin ce qui me sauve, encore une fois je suis très loin d'être arrivé, hein, je considère pas aujourd'hui WX c'est un super succès, c'est génial, moi j'y crois, mais on est très très loin d'être à un niveau où on est indépendant, où on génère notre capacité de financement, voilà, donc on a énormément encore à faire, mais cependant ce qui m'a permis d'en arriver jusque là pour l'instant, c'est le fait d'avoir cette fibre client et cette capacité à aller au feu, quoi. Parfois, pas toujours avec beaucoup d'armes derrière soi. Bon. Ouais. Et ça, je l'ai développé grâce à Sodexo, je pense, sur ses fonctions de vente. Ouais. Tu vas un peu faire des exercices de claquettes devant des clients. Voilà. Si j'avais pas eu ça, et ça, je pense que les gens sous-estiment ça, c'est pas parce que tu es bon en interne sur un domaine, dans une boîte, que tu peux être entrepreneur, quoi. Ouais. Il y a ce côté, aller se taper au feu sur le marché, quand moi je fais du B2B, hein, mais quand c'est du B2C, c'est pareil, hein, c'est autre chose, mais c'est pareil in fine, quoi. C'est être capable d'aller au feu et d'être en permanence sur le côté client, marché, et de savoir s'adapter à ça.
et de savoir comprendre ce truc-là et de ne pas avoir peur de prendre des plombs, quoi. Ouais. Et ça, je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui, je pense, moi quand j'entends des gens qui veulent faire entrepreneur, ne l'ont pas, quoi. C'est pas parce que tu es très bon en interne dans une grosse boîte que ça te rend éligible. Alors moi je dis pas, je suis pas là à donner des leçons, donc est-ce que je suis moi le bon profil, je ne sais même pas, et je me pose la question tous les jours d'ailleurs, mais je sais quels sont les mauvais profils, ça c'est voilà. C'est marrant cette capacité à aller au feu que tu décris avec les clients. Moi c'est ce que je retiens de ce que tu as dit aussi, c'est d'aller vis-à-vis de Colliers ou Sodexo en disant on a besoin de ça, maintenant on y va pas, quoi. Mettre les cartes sur table un peu et puis se dire c'est parce que tu peux effectivement là te prendre une porte et tout peut tomber, mais d'un autre côté ça montre l'engagement mutuel qu'il peut y avoir ça montre l'engagement et puis ça permet de passer les mauvaises périodes, hein, parce qu'en ce moment par exemple la situation est difficile dans beaucoup de boîtes et dans la nôtre notamment. Je veux dire, s'il n'y a pas un engagement fort ou s'il n'y a pas un alignement fort sur ce qu'on fait à de la valeur, et c'est important, ça dégage quoi aujourd'hui, hein. On n'est pas dans une situation, Sodexo a perdu plus de 20% de son chiffre d'affaires sur l'année. On n'est pas dans une situation facile. Alors on a des armes pour rebondir, on va rebondir, mais dans ces périodes-là, si tu n'as pas de valeur et s'il n'y a pas ça, ça dégage, quoi. Et c'est normal que ça dégage parce que il faut être un bon gestionnaire d'une boîte et donc il y a des choses que tu ne feras plus ou tu ne fais plus ou tu ne dois plus faire en ce moment pour justement te serrer la ceinture et passer l'orage. Mais c'est justement ça, je pense, le lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire si tu n'es pas allé au feu, si tu n'es pas allé justement confronter le truc, ce qui est acceptable dans une période de forte croissance. Parce qu'encore une fois, payer 3-4 salaires, nanana, les grands groupes, ils peuvent le faire, ça. Ils peuvent, c'est sympa, quoi. C'est petite goutte d'eau dans l'océan des dépenses du truc. Mais quand tu es dans ces périodes-là, là non, il n'y a plus de petite goutte d'eau, hein. Tu regardes tout. Et donc, est-ce que valeur, pas valeur, valeur, pas valeur. Voilà. Ouais. Et donc, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas passé cette épreuve du feu, si tu n'as pas... tu dégages, quoi. Ouais. Mais à juste titre, hein, pour être honnête, hein, à juste titre, parce que la boîte n'a pas vocation à financer des projets d'entrepreneuriat pour faire plaisir aux gens, quoi. Ouais. À un moment, si tu y crois vraiment, vas-y, sors, démissionne, et va faire ton truc, va chercher du pognon, et vas-y, quoi. Ouais. Donc il faut, voilà, c'est encore une fois, et ça, c'est pas le même métier, quoi. Et ça, je pense que si sur 100 personnes qui disent je veux être entrepreneur, t'en as peut-être qu'une qui sera capable d'avoir le courage de taper sa dème, aller dehors, aller chercher du pognon de l'autre côté et aller en face de l'autre côté vers son marché pour prendre les plombs et puis bosser 90 heures par semaine et puis et voilà. Ouais, c'est ça être entrepreneur. Hein. C'est pas le même métier, c'est pas le même salaire. Exactement, c'est pas le même métier, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup Yannick. Oh. Super histoire. Merci pour le partage. Avec plaisir. Et puis voilà. Très content de pouvoir, encore une fois, partager. Mais le message aussi, c'est moi, j'ai pas de leçons à donner non plus. Et puis, j'apprends et voilà. Et il y a beaucoup d'erreurs et j'espère qu'il y aura beaucoup de succès aussi. Mais il y en a déjà. Mais voilà. Mais dans ton histoire, il y a des leçons à tirer. J'espère. Voilà. Merci. Super, merci.